que l'on accueille sur ce plateau le maire de Béziers, Robert Ménard, ainsi que le patron du Point. Ça va, patron du Point? On peut dire ça pas comme ça? mal. Ouais, oui, on peut dire ce que vous voulez. Ça convient. Bon, Étienne Gernel, merci à tous les deux. J'imagine que vous avez écouté cette interview. Ah non, pas écouté. Non, si, évidemment. Bien sûr, vous parliez un petit peu. Il y a beaucoup de sujets à aborder ce soir. On abordera bien évidemment les mots du vice-président américain qui ont suscité une onde de choc. Mais d'abord, sur cette interview de Laurent Wauquiez et ce que certains appellent d'ores et déjà la guerre des chefs. Vous trouvez qu'il se défend bien, Laurent Wauquiez? D'abord, ça va être la guerre. Oui. Ça fait pas l'ombre d'un doute, parce que à la fois, il y a quand même des trucs un peu durs. T'as beau dire toute la minute on veut pas se battre et tout ça. En gros, il est pas assez libre par rapport au gouvernement. L'autre, il m'a fait un sale coup, il a voulu me prendre ma place. C'est un peu ce que vous lui avez dit. Je pense que ça nous réserve une guerre comme la droite, elle est hyper bonne dans ce domaine-là. Je pense qu'ils sont imbattables. Ils vont se tuer bien. Alors après, qu'est-ce que ça va donner? Mais non, mais c'est le jeu de la politique, pardon, mais c'est normal. Étienne Gernel joue le vieux sage. Mais bien sûr, c'est le jeu de la politique. L'expert en politique qui va nous dire. Ils peuvent se retrouver comme ça, mais c'est pareil dans tous les pays du monde. Dans les premiers temps, on se tape dessus. Regardez les primaires américaines, les primaires présidentielles américaines, où tout le monde s'entrégorge gentiment, et puis après on se réconcilie, parfois on fait même des tickets. C'est la vie. Là, ils vont faire un ticket là après. Mais là, non, mais franchement, c'était pas d'une férocité absolue non plus. C'est un sous-entendu. Voilà, c'est-à-dire que ceux qui savent voient, c'est des sortes de pics qui sont plus ou moins assumés de la part de Quand tu dis de quelqu'un, il faudrait être ministre à plein temps, c'est pas quand même le truc le plus sympathique que tu puisses dire. Quand on demande est-ce qu'il a des résultats, la réponse c'est il a libéré une forme de parole. Oui, voilà, tu vois. Non, mais en même temps, je suis pas assez naïf. Oui, il y a deux chocs d'ambition. Ils ont même du mal à dire sur quoi. C'est légitime, pardon, mais c'est légitime, c'est la politique. On a mais moi, je trouve pas ça pas légitime. Mais c'est vrai, c'est vrai que Retailleau, il est plus réac que Wauquiez. Je sais même pas pourquoi il le dit pas, tu vois. Oui, il est plus réactionnaire. Enfin, ça a mille petites choses, tu le sens, quoi. Oui, bien sûr. Tu le sens bien. Moi, je comprends pas. Là, c'est un vrai débat. Est-ce que sur les questions de société, Retailleau est plus à droite ou plus conservateur, moins progressiste que Wauquiez? Ça fait pas long d'un doute. Moi, quand je discute avec Wauquiez, qui est une machine intellectuelle quand même, il a oublié d'être con, celui-là. Hein, il y a pas long d'un doute. Je lui dis, à ce jour, il dit, il faut dire les choses. Il faut dire les choses quand il vous pose la question. Oui, je suis moins réac que lui. Enfin, il n'est pas catho comme il l'est. Il n'a pas la même histoire. Il n'a pas été le copain de Philippe de Villiers. C'est mon pote Philippe de Villiers, mais comme réac, quand même, t'as du mal à faire plus. Enfin, vous êtes d'accord, je suppose, et tout ça. Tu peux l'assumer. Et il y a ces deux sensibilités, quand même, à l'intérieur de la droite. Pareil, sur le Rassemblement National. Je pense que un est moins compatible que l'autre avec le Rassemblement National. Enfin, c'est ce que je pense. Mais est-ce qu'à la fin, parce que on parle de Bruno Retailleau, sorte de superstar dans les sondages, envisagé, testé dans certains sondages comme éventuel candidat à l'élection présidentielle. Il va écraser le match ou pas? On n'en sait rien. Et alors, moi, je me méfie d'une chose, parce qu'aujourd'hui, le consensus des journalistes politiques, en gros, dit Wauquiez n'a pas été bon, Retailleau est meilleur. Et comme vous le savez, le consensus des journalistes politiques est une boussole qui indique le Sud. En général, il se passe l'inverse. Donc, et c'est un journaliste qui le dit. Le mec, il fait quand même un édito politique tous les jours sur les grandes radios. Je connais mes congénères et donc je sais. Et lui, il n'est pas dans les congénères. Non, mais je me méfie des effets d'emportement. Il y a une espèce de vague d'opinion. Wauquiez n'a pas été bon, Wauquiez n'est pas dans le bon timing, les gens ne le croient pas, il y a un soupçon d'insincérité. C'est tous les reproches qu'on entend sur Laurent Wauquiez, qu'on pouvait entendre d'ailleurs sur Jacques Chirac jusqu'en 1994, septembre 1994. Donc il faut toujours se méfier. Je pense qu'effectivement Bruno Retailleau est mieux parti dans les sondages, dans l'opinion, dans le mouvement, dans la dynamique, peut-être, mais c'est pas fini cette affaire. Et puis par ailleurs, pardon, mais la droite, c'est pas que LR. Ce qui s'est passé depuis quelques années, c'est que Emmanuel Macron a mangé une partie de la droite. Et aujourd'hui, il y a une partie de la droite, Édouard Philippe, c'est Horizon. Gérald Darmanin, je vous rappelle, il est chez Renaissance. Donc la droite, elle n'est pas que chez LR. Voilà, elle existe aussi en dehors.
La question aussi importante, et vous l'avez posée là, il faudrait le reposer à Retailleau, si je veux dire. Enfin, c'est pas mon job, moi, de poser des questions. Moi, j'essaye de répondre au vôtre et tout. C'est leur rapport au Rassemblement national. Parce que c'est ça, je veux dire, leur base. Pourquoi ils répondent pas clairement. C'est pas seulement pour des raisons, je sais pas quoi, politiques ou des vrais désaccords. C'est vrai que sur l'assistanat et tout il a été excellent. C'est là où je l'ai trouvé le meilleur, c'est quand il rappelle tout ce que les uns disent, en l'occurrence le Rassemblement national, et qu'ils font pas dans les faits. Mais il y a quand même à la base de son parti, et il l'a redit, il faut que ce soit les militants des LR qui décident et tout ça. À la base du parti, il y a une immense majorité des gens qui sont pour une alliance avec le RN. C'est les cadres qui sont pas pour. Les vieux, là, vous avez dit tout à l'heure, de façon désagréable. Bah non, mais quand il dit je suis soutenu par la jeune génération, non, mais, c'est assez clair sur le fait que... Et c'est là où il y a le moins de réticence pour se retrouver avec le RN. Et ça, c'est compliqué. Moi, je n'aspire qu'à ça. Je pense que la droite, tu as raison de dire que c'est la droite, la Renaissance et tout. Mais la droite, c'est aussi le RN. C'est pas un parti d'extrême droite. Le RN, il y a longtemps qu'il l'est plus maintenant. Il l'a été, attends, je te le concède 1000 fois. Mais aujourd'hui, tu peux pas dire ça. Et ça, ils se cassent le nez sur cette réalité-là. Ils ont tellement peur d'être montrés du doigt, les traîtres, les salauds. Vous vous rendez compte, ils vont s'allier avec des fachos. Ça, c'est le truc au-dessus de leur tête. Ils assument pas ça. Pardon, il y a quand même plusieurs lignes de fracture qui, à mon avis, sont difficiles à surmonter entre LR et le RN. Il y en a une qui a été souliougnée par Laurent Wauquiez tout à l'heure, qui est la question économique, parce que sur l'économie, le RN est quand même plus proche de la France. Bruno Retailleau dit ce matin, ce sont des socialistes. Oui, même souvent plus à gauche que le Parti socialiste. Sur certains sujets, ils sont plus sur des lignes proches de LFI, avec notamment sur la question du protectionnisme, etc. Et puis, il y a une question qui est assez fondamentale, parce qu'elle n'est pas du tout anecdotique. On croit que c'est que de la politique étrangère, ça ne l'est pas. Mais l'anti-atlantisme du RN, qui est quand même virulent, l'anti-américanisme qui est virulent, l'anti-européanisme, c'est l'euroscepticisme qui est quand même virulent et tripal. Et le corollaire de tout ça, qui est une forme de poutinophilie ou du moins de complaisance à l'égard de Vladimir Poutine, ça, c'est quand même des fractures et qui en disent long d'ailleurs sur la conception de la société et de la démocratie libérale. C'est pour ça que je ne pense pas du tout que ce soit des questions accessoires. Non, mais je pense pas que ce soit accessoire. En gros, ils détestent tellement les Américains que c'est pour ça qu'ils aiment un peu les Russes. Ils aiment un régime autoritaire. Alors Poutine, ça leur enlève pas l'envie de le faire. Ils continuent à avoir une méfiance par rapport à Bruxelles. T'as 1000 fois raison là-dessus. C'est beaucoup plus qu'une méfiance. Mais même une détestation. Oui. Bruxelles. On est d'accord. Mais en même temps, en 81, moi, je suis assez vieux pour m'en souvenir. Oui, vous étiez pas né. Quel âge en 81, Étienne? J'avais 5 ans. Ouais. Donc, moi, je votais en 81 depuis un moment et tout. Oui, c'est les vieux. Ouais. C'est depuis l'élection de Clovis. Et les jeunes. Ouais. Non, mais j'ai compris. Non, mais ça rigolait. Les divergences entre Fabre, le pharmacien de l'Aveyron qui dirigeait les radicaux de gauche, et Marché, honnêtement, tu te disais, c'est un monde. Et ils sont quand même battus ensemble. Aujourd'hui, la droite, elle peut pas gagner toute seule. Il peut pas gagner sans, à un moment donné, passer par le RN, quelque chose avec le RN. Et ça, ils ont peur de le regarder en face. Et tant que la gauche leur imposera cette espèce d'autocensure, de leçon de moraline, pas de morale, de moraline à 4 balles, ils s'en sortiront pas. C'est intéressant comme raisonnement parce que moi, je le crois complètement fou. Le raisonnement d'une partie de la droite qui pense qu'elle ne peut survivre, c'est le raisonnement qu'a fait Eric Ciotti, qui je pense est un raisonnement totalement perdant, qui consiste à dire on ne peut survivre qu'en s'alliant avec Marine Le Pen, quitte à s'allier avec des gens qui pensent... survivre, gagner, c'est pas tout à fait la même chose. Tu gagnes avec on qui ne peut gagner. Tu gagnes avec qui Pardon, je termine. Je pense que ce raisonnement est totalement fou. Je pense que c'est totalement conduit soit à la vassalisation, ce qui est arrivé à Eric Ciotti, soit... à la défaite, ça change rien. Je pense que la droite est extraordinairement bien placée pour la prochaine élection présidentielle, tout simplement parce qu'elle peut ramasser très très loin. Le sujet, c'est pas de se battre contre la gauche. La gauche, aujourd'hui, c'est 30% des voix. Toute mouillée, elle fait 30% des voix. Regardez ce qu'elle a fait aux législatives au premier tour. C'est ce qu'il faut regarder. Le premier tour des législatives, c'est 30%. Un peu moins même. La gauche tout ensemble, et même unie, ce qui n'est pas tout à fait évident. Donc c'est totalement absurde. Et puis par ailleurs, je pense sur des questions absolument fondamentales,
la droite telle qu'on la connaît, la droite LR ou la droite macroniste, on va dire, ex-macroniste, parce que maintenant elle a repris un peu sa liberté, pense des choses qui sont fondamentalement différentes. Pardon, mais l'atlantisme, l'Europe, c'est des choses qui sont, c'est pas des accessoires. Non, mais on n'a pas et derrière, il y a une conception de la démocratie qui est pas la même. Sur les deux grosses préoccupations des Français, c'est-à-dire l'immigration et la sécurité, c'est ce qui vient. Honnêtement, il faut m'expliquer, pour pas prendre l'exemple de Wauquiez, pour pas en parler, quelle différence sur ces deux questions il y a entre Retailleau et Marine Le Pen? Enfin, il y en a quoi? Mais alors là, pardon, mais on peut dire la même chose d'à peu près toutes les forces politiques, parce que si on regarde les sondages, notamment sur la loi immigration de l'an dernier, pour le coup, on s'apprévoit que l'immigration est un sujet de consensus dans la société française. Et c'est bien ce que je te dis sur la droite. Y compris à gauche, d'ailleurs. Sur l'immigration. Pas quand tu entends les responsables politiques de gauche, c'est pas tout à fait ce que tu entends. Quand on regarde les sondages, y compris sur l'électorat de la France Insoumise, on est surpris. Oui, mais c'est autre chose. Je parle des états-majors. Sur l'immigration, vous me fournissez une transition, puisque le sujet est lié. Vous avez en face de vous, Étienne Gernel, un homme qui, mardi, est convoqué devant la justice à 10h, je crois, c'est ça? À 9h30 précisément. À 9h30 précisément. Et je serai à l'heure. Parce qu'il a refusé, parce que vous avez, Robert Ménard, refusé de marier un individu qui était frappé d'une OQTF. Vous allez être condamné? Aujourd'hui, si tu appliques la loi, oui. Oui. Je fais quelque chose. Je suis maire. C'est en deux mots pour expliquer. Je suis maire, donc je suis officier d'état civil. En gros, ça veut dire que tu maries les gens, pour parler très très clairement. Par ailleurs, je suis aussi officier de police judiciaire, c'est-à-dire je fais respecter normalement la sécurité, le bien public. Enfin, tu vois, que ça se passe bien chez moi. Qu'est-ce que tu fais? Tu maries un type parce que tu es obligé de le marier selon la loi, ou tu refuses de le marier, ce que j'ai fait. Parce que non seulement il était OQTF, ça veut dire quoi OQTF? Ça veut dire obligé de quitter le territoire français. Dont seulement 7% ne sont exécutés en Mais France. moi, on m'oblige à recevoir... La loi m'oblige à avoir... Comme voilà, je suis dans la salle de mariage face à vous, je suis obligé de marier un type qui, normalement, est obligé de ne pas être là, puisqu'il devrait expulser, ce qu'il a été 15 jours après. Et tu te mets dans cette situation-là. Mais vous savez, il y a plein de maires qui ont été dans cette situation, pas que moi. Le problème, c'est que mais sauf que eux, à la fin, on finit par. Mais la menace, ouais. sur le papier, ce sera pas le cas, mais tu risques 5 ans de prison, 75 000 € d'amende et d'être inéligible. Moi, j'ai des copains maires, j'en connais, qui m'ont dit, mais tu crois que je suis assez abruti pour prendre ce risque-là? Et d'autres, comme me l'ont proposé les pouvoirs publics, je citerai pas les gens, ils m'ont dit « Arrête de nous emmerder avec ça, t'as qu'à demander à un adjoint de le marier à ta place. » Qui vous a dit ça? Quelqu'un, les gens qui comptent de chez moi et qui m'ont dit ça. « Je vais pas dénoncer ici pour vous faire plaisir. » Ça sent genre le préfet. Comment? Genre le préfet. Non, en plus, c'était Hugues Moutou, le préfet. Ah oui, t'imagines que c'est pas le genre à dire ça. Hugues Moutou qui a foutu dehors le type en question et qui est toujours en Algérie. Et la loi, elle va pas être modifiée? La loi, il y a une proposition de loi le 20 février, je crois. Non, mais attends, le comble, tu me donnes l'occasion. Le comble, c'est que je pourrais être condamné mardi, alors que une loi va être votée jeudi, c'est-à-dire 48 heures plus tard, alors elle va pas être mise en application et tout, pour dire que ce que j'ai fait, j'ai eu raison de le faire. Enfin, tu te dis, mais elle va être votée la loi ou pas? Ben oui, au Sénat, elle le sera. C'est vrai, Étienne Au Parlement, elle le sera. Mais c'est délirant, oui, c'est du délire. Et quand on voit dans le même temps les difficultés qu'ont les pouvoirs publics à exécuter des OQTF, à expulser, par exemple, un certain nombre d'influenceurs algériens, il y a un sujet d'impuissance du pouvoir public, des pouvoirs publics, comment est-ce qu'on comprend ça? Non, je pense qu'il y a une forme d'abord de bureaucratie, en un, et en deux, de résignation. Mais manifestement, il y a des choses qui bougent, parce qu'il y a une loi qui va probablement être votée, en tout cas être votée au Sénat. J'imagine, est-ce qu'elle le sera à l'Assemblée? Peut-être aussi. Non, ça paraîtrait plutôt logique. Tu as plein de plein de gens qui ont pris position pour maintenant. Mais enfin, quand même, de l'extérieur, c'est une image épouvantable. Les gens, ils te disent, ah, moi, le maire, je le connais, tu vois. Moi, je suis élu avec 70% de voix chez moi. Le maire, je le connais. Ah, lui, il veut pas marier un mec qui est juste, comme on dit, Benjamin Duhamel. Vous savez, l'expression, connue de nos services de police. Oui. Tu vois ce que ça veut dire? Le type juste vole avec recel, vole avec violence, c'est juste ça. Et lui, il a été mis dehors, mais il n'est pas poursuivi. Et moi, je vais être poursuivi. Comment t'expliques ça aux gens?
Comment tu l'expliques? Je parle pas pour moi, là, oui, parce que bon, je le vis mal, autant dire, je suis pas trop content de le faire, mais je dis, c'est des incohérences. En plus, c'est tombé juste après, vous savez, tous ces influenceurs algériens, tu vois, le mec, il revient. Mais cette loi, cette disposition, elle vient d'où? Elle a été votée par qui? Elle vient de la Convention, alors c'est juste en 2 mots, elle vient des traités qu'on a signés. Dans la Convention européenne des droits de l'homme, il y a un article, je sais plus lequel, 11 ou 12, fais-moi grâce de la précision, qui dit que le mariage, c'est un droit absolu. C'est-à-dire, rien ne peut t'empêcher de marier quelqu'un. Alors, ça veut dire quelque chose. Un type qui est en prison, si demain tu vas en prison, tu es un assassin, tu as tué 25 personnes et tout, on peut pas t'empêcher de te marier. Mais moi, je le mets pas sur ce plan. Moi, la seule chose que je dis, c'est, une semaine avant, j'avais appelé les gens en leur disant, mais vous allez pas, là, j'avais appelé la préfecture, les magistrats, les flics en disant, vous allez quand même pas me laisser me retrouver dans une situation où je suis obligé de marier un mec qui doit pas être là. Mais venez donc le cueillir. Venez donc le prendre. Vous l'arrêtez, puisque si vous le cherchez, il sera ce jour-là à 11h en mairie. Évidemment, ils étaient pas là. Mais la disposition qui va changer cela, elle sera quand même conforme à la CEDH? Ça va être un vrai problème. C'est pour ça, oui, il a raison, Wauquiez. Et à la, pardon de faire du juridisme, et à la jurisprudence du Conseil constitutionnel, qui, on le voit à l'instant, le respect de la liberté du mariage, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration de 1789, s'oppose à ce que le caractère irrégulier du séjour d'un étranger fasse obstacle par lui-même au mariage de l'intéressé. C'est jurisprudence du Conseil. Non, mais vous savez, attendez, je vous ai pas dit que ça allait être voté. J'ai dit ce qu'ils vont voter au Sénat. Laurent Wauquiez, il a raison. Il y a un certain nombre de choses que tu ne peux pas changer en France sans revenir sur la lecture que fait le Conseil constitutionnel, il a raison là-dessus. La lecture, c'est pour ça que c'est un choix politique, le Conseil constitutionnel, il faut pas rigoler. La lecture qu'on fait de la Constitution, vous avez raison, les engagements que la France a pris, en l'occurrence, avec la Convention européenne des droits de l'homme. Puis moi, je vais pas en dire que du mal, tu vois, c'est là aussi, par exemple, avec le rassemblement. On va pas sortir de la Convention européenne des droits de l'homme. C'est une connerie, personne ne le souhaite, quoi, tu vois. Toujours sur ces... Elle nous protège beaucoup, faut jamais oublier de dire ça, elle nous protège aussi. Là, je vous rappelle, vous êtes 2 journalistes, et s'il y a une convention qui vous... le jour où vous avez des emmerdes, ça va pas arriver demain matin, heureusement que tu as la Convention européenne des droits de l'homme, quand t'es russe aujourd'hui, ou quand t'es, ou je sais pas quoi, biélorusse, tu vois. La Convention, elle t'aide, bien sûr qu'elle est utile. Sur ces sujets où effectivement parfois on s'interroge sur le bon ordre ou la bonne exécution des politiques publiques. On apprend que dans une prison, dans une maison d'arrêt à Séis, pour la Saint-Valentin, des détenus ont bénéficié de massages et d'ateliers avec de la danse country. Voilà, l'entourage de Gérald Darmanin qui confirme les faits. Voilà ce qu'il dit. Il s'agit de prestations d'intervenants extérieurs à titre gratuit qui ont été organisées. Un travail est en cours pour y mettre fin et plus largement remettre du bon sens en détention. Des instructions très fermes de Gérald Darmanin ont été données en ce sens. Là, on a une sorte de décalage entre le message de fermeté que veut envoyer Gérald Darmanin comme ministre de la Justice, garde des Sceaux, et ce genre de fait. Ou alors, vous pouvez me dire peut-être, c'est du populisme de s'y opposer. Au fond, c'est tout à fait normal d'avoir ce genre d'activité pour s'assurer derrière de la réinsertion. Je me méfie toujours de ce genre de sujet. Pourquoi ? Parce que il y a parfois une forme de désir qui naît chez certaines personnes qu'on souffre en prison. Il faudrait que ce soit une souffrance. Le sujet, me semble-t-il, de fermeté, il se situe pas au niveau des massages. À mon avis, le sujet de la fermeté, c'est est-ce que les peines de prison sont exécutées ou pas. Et aujourd'hui, on sait qu'elles le sont trop peu souvent, notamment les peines courtes. Je pense que c'est ça qui est important. Alors après, qu'il y ait ce genre d'affaires, que ça choque des gens, peut-être. Et en fait, j'ai pas d'avis parce que je sais pas ce qui s'est passé. Donc, je ne peux pas me prononcer concrètement là-dessus. J'étais pas là. Personnellement, j'étais ni masseur ni massé. J'en ai aucune idée. Ce que je sais, c'est que le sujet de la fermeté en matière pénale, c'est de la non-exécution de beaucoup de peines. Ça, c'est un énorme sujet. Qu'il y ait des massages ou pas, d'une certaine manière, c'est pas... Mais je pense... Et je précise que ça avait été décidé avant l'arrivée de Gérald Darmanin. Non, peu importe. Moi, j'ai toujours été scandalisé. Moi, il y a une très grosse prison à Béziers, une des 5 ou 6 plus grosses. Il y avait, par exemple, il y a des cours de yoga. Tu te dis, quand même, ça va pas bien la tête
Mais en même temps, c'est pour ça, le populisme, ce serait de dire que ça, tu vois, dire ça. Et déjà, moi, ça me choque. Si c'est vrai là, évidemment, ça choque le bon sens. Pardon, il y a des trucs de bon sens. En même temps, moi, j'ajoute tout de suite, pour y aller un certain nombre de fois en prison, à visiter la prison parce qu'elle est chez moi, t'as compris, donc le maire, il y va et tout. Je sais pas si vous êtes allé. Non, vous m'avez dit, vous n'y êtes pas allé, vous, en prison. En prison? Non, j'ai pas encore... Non, mais visiter une prison. Non, oui, j'ai pas purgé de peine non plus. Non, confirmer, voilà. Je suis pas allé visiter non plus. Honnêtement, le premier abruti qui te dit que c'est le prison que 4 étoiles. Oui. Attends, non mais tu vois, moi j'essaye de dire les deux choses. Une prison 4 étoiles, mais écoute, moi je te propose de t'amener dans une prison pendant une demi-heure, tu vas voir si t'as envie d'y être. Et je vous le disais, Benjamin, moi je pense que qu'est-ce qu'il faut tirer de ça? Il faut se dire, moi je comprends pas pourquoi on ne fait pas visiter les prisons à un certain nombre de garnements. Tu vois? Honnête, je te jure, ça te fout une peur la prison. Enfin oui, tu vois, les petits cons que je me paye, moi, des rappels à l'ordre. J'en ai sans arrêt. Tu vois, ils sont pas encore délinquants, mais tu te dis que dans 2 ans, si ça continue comme ça, ils va l'être. Honnêtement, je pense que la prison, ça fait, et c'est suffisamment effrayant pour les montrer à ces gosses-là. Parce que ça te donne pas envie d'y aller en prison, à part d'être complètement cinglé, ou je sais pas comment, ou je sais pas qu'est-ce que t'as à la tête. C'est pour ça, oui, je trouve que c'est pas normal de faire des choses comme ça, il a raison. Darmanin, tu peux pas accepter cette idée-là, mais en même temps, expliquer, laisser entendre que la prison, tu vois, oui, c'est le Club Med, enfin, il faut pas dire des bêtises comme ça, parce que c'est pas vrai, c'est juste pas vrai. Sur la question de la justice, messieurs, il faut revenir, bien sûr, sur... la difficulté qu'a eu François Bayrou toute la semaine à se dépêtrer de ce qu'on appelle désormais l'affaire Bétharam, du nom de Notre-Dame de Bétharam, ce collège-lycée où il y a plusieurs dizaines d'années, des violences épouvantables, des abus physiques, des abus sexuels ont été commis. Le Premier ministre hier y était pour aller à la rencontre d'une association de victimes. Et il a une nouvelle fois expliqué qu'il n'était pas au courant, ce qui fait l'objet d'une polémique. Est-ce que Robert Ménard, il vous a convaincu? Est-ce que vous considérez que maintenant la polémique est derrière lui? On voit ces images de la rencontre entre le Premier ministre François Bayrou et cette association de victimes. Plusieurs choses, parce que il faut faire attention à ce qu'on dit là-dessus. La première chose, quand même, moi j'ai vu l'association en question, là, vous savez, qui l'avait pas mis en cause, qui essaye d'attirer l'attention des gens sur cette situation. Ils se sont pas trop opposés à lui. Après, à la fin de la conférence de presse, ils étaient derrière lui. Donc, je veux dire, je pense qu'il a dû dire un certain nombre de choses. Ensuite, quand j'ai écouté, parce que j'ai été troublé par, c'est ici qu'il a parlé fort. Je sais pas si c'est sur votre antenne. Olivier Faure, c'était sur une autre antenne. Enfin, c'est chez nos confrères de France 3. En gros, il a menti. Il nous dit d'un côté, il y a quelques jours à l'Assemblée qu'il était au courant de rien, et puis là, il dit, j'ai même décidé une enquête de l'Éducation nationale en 1996. Alors que est-ce qu'il parle de la même chose? Est-ce qu'il était au courant il a fait une enquête sur un gosse qui a pris une vraie paire de gifles. Et pas gentil, manifestement. Oui, qui a même perdu 40% de son audition à l'occasion de cette gifle. C'est pas la même chose que des viols et des violences. Est-ce qu'il parlait de la même chose? Je ne le crois pas. Ensuite, sur l'utilisation par la gauche, vraiment, ils te donnent envie de dégueuler, sans rigoler. Sans rigoler. Ils vont nous faire une morale, eux, sur tout un tas d'autres choses. Et dernier point, écoutez, moi, j'ai été, comme je suis bien plus vieux que vous deux, j'ai été, il y a très longtemps, pensionnaire dans un bahut. Cateau. C'est pour ça que j'en parle et tout. Honnêtement, on savait tous, et j'étais, qu'est-ce que j'avais, 12 ans, 13 ans, je sais pas quel âge on a. Moi, j'étais en 4e, en 5e et tout ça. Tout le monde savait qu'il y avait un certain nombre, ce qu'on disait quand on était petit, tu vois, qu'il y avait des types qui te tripotaient, et que tu n'y allais pas. La seule chose que ton souci, c'était t'as compris, de pas te retrouver, je sais pas, en particulier seul dans la chambre de ce garçon-là. C'est inacceptable. Mais à cette époque-là, ça choquait pas à ce point-là. Honnêtement, ça choquait pas. Parce que s'il y avait une forme d'ométa, parce que c'était pas dit. Je sais pas, parce que on était, moi, je trouvais. C'était dégueulasse. Tu trouvais, t'avais pas, évidemment que ça te dégoûtait et tout. Mais peut-être qu'on acceptait cette idée-là. Vous avez compris, c'est affreux de dire ça. Je le défends pas, vous avez bien compris, je défends pas ça. Mais comparer les années 60, 70 et aujourd'hui dans ce domaine-là,
heureusement que ça a changé. C'est pour ça que jamais, tu sais, t'as toujours un certain nombre de vieux cons à droite qui disent c'était toujours mieux avant. Mais t'es mieux avant. Mais quand t'as 20 ans aujourd'hui, tu penses que c'était mieux avant. Je prends cet exemple-là pour dire que c'est vrai, c'est pas vrai. Et voilà, j'essaie de dire ça. Non, mais c'est intéressant. Je sais pas si c'est convaincant. Tous les points, mais ce dont vous parliez, Robert Ménard, le fait d'avoir dit dans la même semaine, je n'ai jamais, en réponse à une question posée par un député insoumis, Paul Vannier, pour ne pas le citer, je n'ai pas été au courant de rien, et de dire dans le même temps hier, j'ai diligenté une enquête contre. Mais est-ce que c'était sur la même chose? Mais moi, c'est une question que je vous pose. La même chose. C'était sur la question des violences au sens large. Oui, je pense qu'il a été relativement imprécis à l'Assemblée. François Bayrou, il a été plus précis, il a distingué les choses. Il a diligenté une enquête à l'époque sur des violences physique, pas sexuelle. N'était pas sexuelle. Enquête qui n'a débouché sur pas grand-chose, d'après ce que j'ai compris. Oui, le rapport de l'inspection disculpait plutôt l'institution. Ouais. Voilà. Est-ce que il a été plus précis en distinguant les choses, sans dire je n'étais au courant de rien, etc. Parce que non, oui, il avait diligenté cette enquête, etc. Et manifestement, les victimes qui étaient présentes à cette réunion ont été contentes du temps d'écoute. C'est ce qui m'a semblé, en tout cas, du temps d'écoute et de l'échange avec François Bayrou, qui a pris le temps de s'exprimer mieux que ça. Maintenant, je voudrais quand même faire une petite réflexion. Bétaram, nous, Le Point, on a sorti une énorme enquête là-dessus, au mois de juin dernier. C'était Émilie Trévert qui a fait ce travail, longue enquête, qui était horrible. Le résultat, c'était horrible. C'était poignant, c'était accablant, etc. Aucune réaction d'Olivier Faure. On n'était pas les seuls, d'ailleurs, la presse régionale. Parce qu'il s'en fout, c'est juste Parisien l'avait fait, me semble-t-il. Ouais. Et ça les intéressait pas. On publie au mois de juillet un autre papier dans lequel une enseignante dit qu'elle avait, à l'époque, interpellé François Bayrou sur le sujet et qu'il avait sans doute pas accordé assez d'importance à ce qu'elle avait dit, etc. Il y a un certain temps. Aucune réaction non plus sur le sujet, mais il n'était pas Premier ministre, François Bayrou. Donc on voit bien qu'il y a quand même un peu de ça, voilà. C'est-à-dire qu'un peu plus d'intérêt, d'ailleurs Laurent Wauquiez l'a dit un peu tout à l'heure, il y a un peu de ça, il y a un petit peu d'intérêt, il y a un peu plus d'intérêt pour la personne de François Bayrou que pour les victimes. Et l'argument utilisé, Robert Ménard, par François Bayrou, qui est de dire, moi j'ai été ministre entre 96 et jusqu'à l'arrivée de Lionel Jospin comme Premier ministre 97, et puis après il y a eu d'autres ministres de l'Éducation nationale, des ministres de la Justice. Il y a un vrai argument. Il n'est pas cinglé, François Bayrou. Il a 6 gosses. Il y en a 3 qui ont été dans cet établissement. Demain, moi j'ai des enfants, je garde mes enfants si je suis au courant qu'il y a des violences sexuelles. C'est pour ça que je fais la différence. Je veux dire, tu prends une gifle, tu vois, à cette époque-là, honnêtement, tu te fais pas bien, mais ça trouble les personnes. Tu laisses pas tes gosses si c'est ça. Si tu le sais qu'il y a des viols, puisqu'il y a un ancien directeur ensuite qui a été accusé d'avoir violé, tu laisses pas tes gosses. Moi, c'est une espèce de bon sens. Je crois, comme tu l'as dit, je pense qu'il a eu peut-être une formule trop générale en disant j'ai été au courant de rien, mais sur les histoires de viol, c'est pas la même chose. Et probablement qu'à l'époque, il n'a pas eu les bons réflexes. Oui, parce que il y a l'aspect de la contradiction entre le rapport de fait la même chose. Entre le rapport de l'inspection. Juste un mot quand même sur la gauche, c'est te dire à quel point ils en ont rien à brère des gosses. Ils s'en foutent des gosses. Tes enquêtes, ils en ont rien à foutre de Bétaram. La seule chose qui les intéresse, c'est que maintenant. Si les Insoumis lisent beaucoup le Point. Non, mais c'est sûr que si, ils s'en plaignent souvent. Non, mais sérieusement, la seule chose qui les intéresse, c'est se payer Bayrou maintenant. Le gosse, le malheur des enfants, parce qu'on a vu les témoignages, en l'occurrence, des gens qui ont discuté 3 heures avec François Bayrou. C'est terrible ce qu'ils racontaient tout. Mais quand c'est dans le Point, ils s'en foutent. Quand c'est pour faire chier Bayrou, là, d'un coup, ça les intéresse. Et s'ils ont pas lu le Point, ils ont dû sauter sur le Point, sur les archives chez vous pour pouvoir voir ce que vous aviez dit. Tout ça est d'un minable. Et ça te donne envie de croire les politiciens. Mon Dieu. J'ai tendance à penser que sur ce genre d'affaires, il faut avoir un tout petit peu de réflexion, de recul quand on les traite. Et en l'occurrence, je pense que ce que dit Robert Ménard, il y a une différence d'époque, il y a une époque qui a changé de ce point de vue-là, et que François Bayrou probablement n'a pas saisi, n'a pas eu le bon réflexe, n'a pas saisi la gravité des choses, ou en tout cas n'a pas senti qu'il pouvait y avoir quelque chose de plus grave. Mais comme tout le monde à l'époque. Arrêtez, vous étiez pas né. Qu'est-ce que vous avez raconté? Si, j'étais né, j'étais jeune. Non, mais attendez, Robert Ménard, quand au début de la semaine à l'Assemblée, il parle de la sympathie
je cite, qu'il a pour ceux qui ont été victimes. D'ailleurs, lui-même, il a hier, d'une formule, expliqué que parfois les mots sont pas toujours sont pas toujours les bons. La question que pose Étienne peut se poser, de savoir à quel moment un responsable public prend conscience de l'importance de ces sujets-là, qui plus est, quand c'est une institution qui est celle de la région où vous êtes élu, vous avez été président du conseil départemental. Bon, je crois que réellement, on n'avait pas... Attendez, moi je me méfie toujours, tu sais, de juger aujourd'hui avec ce qu'on a dans nos têtes, ce qui s'est passé il y a 40 ans. Je l'excuse pas, Benjamin Duhamel. Je dis simplement le regard... Non, Benjamin, le regard qu'on porte sur ce genre de choses n'est pas le même. Attendez, mais moi, je sais, je me souviens des rapports entre hommes et femmes à la maison et tout ça. Honnêtement, moi, je vous raconte, ma mère, elle n'a jamais osé porter des pantalons parce que ça faisait pas plaisir à mon père. Ça vous paraît d'une imbécilité, mais elle n'était pas la seule. Et personne dans le couple n'avait l'impression d'imposer. Je dis, attends. Pardon, je dis pas que c'était bien. Je dis simplement, les choses étaient pas les mêmes. C'est pour ça que j'ajoute que aujourd'hui, ce qu'on vit, c'est bien mieux. Et le statut des femmes, il a complètement changé. Mais arrêtons de croire que si on avait été à l'époque, mais attends, la gauche, elle était pas plus scandalisée que ça, que la droite sur ces questions-là. Enfin, tu le sais bien, vous le savez bien. Ce que tu dis, ils l'utilisent à des fins politiciennes aujourd'hui. Disons que, en tout cas, c'est le sujet, c'est quand même le sujet de l'enfance. Hein, c'est quand même ça le sujet. Bien sûr. Et un peu plus que François Bayrou dans cette affaire, je pense. Dans la série des haies qui se dressent cette semaine face à François Bayrou, il y a aussi la nomination de Richard Ferrand à la tête du Conseil constitutionnel, nomination qui doit être avalisée par le Parlement. Pour rappel, les règles, il faut pour que cette nomination... Il faut que les 3/5 s'y opposent. Si les 3/5 ne s'y opposent pas, la nomination est validée. Est-ce que Robert Ménard... Laurent Wauquiez tout à l'heure, on l'entendait, a raison, mais il n'est pas le seul de dire que cette nomination pose problème, ou est-ce que là encore, c'est une sorte de grand numéro d'hypocrisie? Bien sûr que ça pose problème. Le type, il est spécialiste du droit. Vous êtes spécialiste du droit, t'es spécialiste du droit? Non. Donc, je veux dire... je sais pas, moi, je suis pas... Il n'y a pas toujours eu des spécialistes du droit au Conseil constitutionnel, et il n'y en a pas toujours aujourd'hui. Non, mais attendez, je vais pas continuer. Donc, il n'a pas cette qualité-là. Il a la qualité, là, une vraie qualité. Une qualité essentielle. La seule existentielle, il est proche d'Emmanuel Macron. C'est la seule. Mais attends, comme Jean-Louis Debré avec Jacques Chirac, Robert Badinter avec François Mitterrand. Attendez, est-ce que je dis juste ça? Oui, les autres, c'était pareil. C'est-à-dire que c'est un tel enjeu, le Conseil constitutionnel, c'est pas simplement une lecture, le type, sinon tu prends l'intelligence artificielle et tu regardes si ça correspond aux lois. On sait très bien qu'il y a une part de subjectivité qui fait que le type, il peut peser et tout. Et que c'est un tel enjeu politique, et ça le sera tellement, mais enfin, c'est la Cour suprême aux États-Unis. Ils se battent pour nommer leurs proches. Et nous, le Conseil constitutionnel, il est de plus en plus devenu ça. C'est-à-dire un instrument politique qui te permet de peser sur un certain nombre de choix et limiter les choix du gouvernement. Diversifier, parce que les présidents des assemblées nomment. Je vous rappelle qu'aux États-Unis, c'est quand même le président seul. Et c'est pas du tout la même chose. Par ailleurs, non mais la critique... parce qu'ils vont pas nommer des proches d'eux, peut-être les deux autres. Non mais oui, mais disons que ça diversifie au moins les sources. Je ferai quand même une petite remarque. Je pense que la critique elle est tout à fait légitime. La critique sur la proximité de Richard Ferrand et d'Emmanuel Macron est tout à fait légitime. Celle qui m'agace un peu plus, c'est le spécialiste du droit. C'est un peu plus compliqué que ça la vie, et je voudrais pas quand même. C'est vrai qu'il y a une forme parfois de corporatisme des profs de droit qu'on cite. Oui, parce que Robert Ménard est prof de droit constitutionnel. Et oui, il faudrait que ce soit un prof de droit constitutionnel. Bah non. Attends, souffrez que parfois il y ait des gens qui par leur mérite, qui ont d'autres parcours et que ce soit pas forcément je te dis pas ça. Je te dis quand on nomme Badinter, quand la gauche nomme Badinter, elle nomme un type proche d'eux, mais il a quand même aussi qu'il n'est pas tout à fait rien. T'es pas obligé d'aimer Badinter pour te dire qu'il connaît mieux le droit que nous. S'il avait, lui, il a aucune connaissance de ce domaine-là, et il a un atout, c'est qu'il est proche de Macron. Et Juppé n'était pas à proprement parler un juriste, alors il a fait l'ENA, il y a le droit. Mais n'était pas président du Conseil constitutionnel. C'est vrai, il n'était pas président. Non, mais c'est vrai qu'il y a un sujet là sur la présidence en tant que telle. Et oui, surtout qu'il a une voix prépondérante en cas d'égalité des votes. C'est pas pour rien. Et une question qui se pose, puisque au fond, cela irrigue tous les débats sur la question du Conseil constitutionnel, c'est de l'efficacité de l'institution. Si
en 2027, une personne est élue, que ce soit Marine Le Pen, ou même quand on entend le discours de Laurent Wauquiez, et qui est quelqu'un qui voudra aller au clash avec le Conseil constitutionnel en considérant que c'est un obstacle en vue de mettre en œuvre un certain nombre de politiques. Par exemple, quand les politiques disent qu'il faut faire un référendum sur l'immigration, ce qui n'est, quand on regarde les textes, pas spécialement constitutionnel. Ça veut dire que si Richard Ferrand est président du Conseil constitutionnel, la réponse, tu l'as d'avance. Marine Le Pen dira, regardez, évidemment, c'est une proche d'Emmanuel Macron. En même temps, sur ça, je lisais encore un papier, alors pas dans ton journal, mais dans le Figaro, où tu as un certain nombre de constitutionnalistes qui, sur cette question-là, est-ce que sur l'immigration on peut faire ou pas un référendum, tu as des avis divergents. Et là, je te garantis que si c'est Ferrand, la réponse, tu l'auras toute faite. Et Marine Le Pen, elle sera en position de force pour dire « Ah, mais en réalité, c'est parce qu'il est ce qu'il est, qu'il a décidé ça, et c'est pas parce que c'est la Constitution. » Bien sûr, c'est piper les votes, mais en même temps, est-ce que c'est pas toujours comme ça, quoi, tu vois? Si ça avait été la droite, ils auraient choisi un mec, Wauquiez, il dit ça, il est gentil, Laurent Wauquiez, mais il aurait choisi un mec de droite. Tu rigoles, quoi. Pourquoi? C'est pas vrai? Il aurait choisi Ferrand, tiens, peut-être. Probablement, mais il n'y a pas que des personnes, parce que, me semble-t-il, c'est François Hollande qui avait nommé Fabius, non? Absolument. Voilà, qui n'est quand même pas un ami. Ouais, enfin, qui n'était pas vraiment un type d'extrême droite, quand même. Non, mais c'est pas vraiment un ami personnel. Messieurs, je voudrais qu'on écoute sans doute l'un des discours les plus importants à l'échelle internationale qui a été prononcé ces dernières semaines, notamment vis-à-vis de l'Europe. Ce sont les mots prononcés par le vice-président américain J.D. Vance. C'était à Munich vendredi et il s'adressait de cette manière aux pays européens. Écoutez. La menace qui m'inquiète le plus vis-à-vis de l'Europe n'est ni la Russie, ni la Chine, ni aucun autre acteur extérieur. Ce qui me préoccupe, c'est la menace intérieure. Le renoncement de l'Europe à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs qu'elle partage avec les États-Unis. En Grande-Bretagne et dans toute l'Europe, je crains que la liberté d'expression ne soit en recul. Combien de fois devrons-nous subir ces revers épouvantables avant de changer de cap et de donner une nouvelle direction à notre civilisation commune ? Aucun électeur de ce continent ne s'est rendu aux urnes pour ouvrir les vannes à des millions d'immigrants non contrôlés. Robert Ménard, c'est quand même, la scène est incroyable. Ah mais moi ça m'a pas choqué. Ah, ça c'est votre esprit de contradiction. Mais non, c'est pas mon esprit. Attendez, j'ai été le patron de Reporters sans frontières pendant 23 ans. J'entends dans sa bouche, parce je l'ai lu dans la totalité le discours, parce que comme je me t'ai dit qu'on allait en parler et tout, c'est vrai mais c'est pas un discours sur l'Ukraine, il en parle pas. Absolument, alors qu'il était attendu là-dessus. D'accord, mais alors tu peux lui reprocher ça, tu peux dire, non, mais j'ai lu des papiers, pas vous, mais j'ai lu des papiers un certain nombre de journalistes qui disent, il parle pas non, ça, il en parle pas de l'Ukraine, on peut lui reprocher de ne pas en parler, alors tout le monde l'attendait sur ça. Mais sur la liberté d'expression, c'est une lecture américaine, anglo-saxonne, la liberté d'expression. Moi, je l'ai défendue pendant 20 ans. À la tête de Reporters sans frontières, une liberté d'expression qui a beaucoup moins de limites qu'ici. Je trouve ça même plutôt séduisant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand il dit, en gros, il reproche quoi? Ils disent, on a des valeurs sur la liberté d'expression, sur l'immigration, défendez-les. Mais je vais pas lui reprocher ça. Moi, ce qui m'inquiète. Il fait la leçon aux Européens. Mais nom de Dieu, mais parce qu'on s'est foutu dans une situation où on se la mérite, la leçon. Enfin, tu rigoles. Le type, il te fait une leçon. Mais bien sûr, tu peux faire une leçon sur les États, sur nous, où on critique les Américains. Mais on a, par exemple, puisque tout à l'heure tu parlais de l'Europe, où on se donne pas les moyens de notre propre défense. Mais c'est la faute à qui? On gueule après les Américains. Ah ouais, oui, il vient nous faire une leçon, ce type-là. Mais il est en position de nous la faire, la leçon. On dépense tellement peu d'argent pour nous défendre qu'on a besoin je lisais que 70%. Sur la défense, c'est absolument vrai. 70% des moyens militaires de l'OTAN, c'est les États-Unis. Le mec, qu'est-ce que tu redécouvres? Tu redécouvres que quand tu mets plus de pognon sur la table, c'est toi qui décides. Et voilà. Et la réalité, c'est qu'il est d'une impolitesse rare. La conférence de Munich. Ah, ça, ils sont pas dans. Ah oui. C'est pas le tabac français, ça. Mais c'est intéressant parce que J.D. Vance, il arrive. La conférence de Munich, c'est un endroit très, empesé, où on parle de sécurité de manière très sérieuse, très ennuyeuse en général, avec des discours la plupart du temps relativement convenu. Il est arrivé, il n'a pas parlé de sécurité, il a fait la leçon à tout le monde. Donc tout le monde le considère que c'est une forme, que c'est très insultant. Oui, c'est de toute évidence mal poli. On devrait pouvoir s'en ficher complètement, en se disant mais c'est pas grave, ils pensent ce qu'ils veulent. Que ça, il y a beaucoup de contre-vérité quand même dans son discours. Quand il parle de l'histoire de la Roumanie et de l'élection
objectivement, il y avait une tentative de manipulation russe via TikTok, notamment. Oui, alors en qu'il explique Roumanie. qu'au fond, quand on l'écoute, c'est l'Union européenne qui a décidé d'annuler le résultat. Non, mais c'est quand même une vaste blague. Et la réalité, c'est que, ce qui d'ailleurs souligne une autre tartufferie qui existe chez des gens qui sont plutôt de gauche en France, qui disent je quitte X parce que c'est pas bien, c'est Musk, mais je reste sur TikTok alors que c'est le parti communiste chinois derrière. X, alors c'est normal. Mais je reste. C'est jusqu'au dernier moment. Mais il y a quand même énormément de contre-vérité dans le discours de J.D. Vance, mais on devrait pouvoir se dire mais c'est pas grave, surtout c'est l'action. Notre problème à nous, effectivement, c'est pas tellement ce qui s'est passé à Munich, c'est ce qui va se passer en Arabie Saoudite, c'est-à-dire Donald Trump et Vladimir Poutine, en l'occurrence Sergei Lavrov et Marco Rubio, leur ministre des Affaires étrangères, qui vont s'entendre sur le dos de l'Europe. Mais ça, on va en parler dans un instant. Sauf qu'il désamorce ça, parce qu'il dit tout le temps, il faut que vous acceptiez qu'on pense pas comme vous, et il se prend en exemple. Il dit, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, vous avez aucune raison d'être choqué parce que je dis ça. On va parler dans un instant de la rencontre, effectivement, qui devrait avoir lieu en Arabie Saoudite, mais juste vous dites la liberté d'expression. Mais, enfin, pardon, la vision de la liberté d'expression que défend le vice-président américain et le président, c'est sur le papier, c'est une vision absolue. Mais enfin, la liberté d'expression à la sauce J.D. Vance, ce sont des contre-vérités, comme il le dit sur l'élection en Roumanie. On peut en avoir sans. C'est comment dire un individu propriétaire de X qui manipule avec des algorithmes et tout. Donc c'est pas aussi simple que liberté d'expression absolue versus l'Europe qui serait bâillonnée, non? Je crois pas que vous soyez un imbécile, donc je crois pas un instant à cette remarque. Il dit pas ça. Il dit un truc tout simple. Il dit on a le droit de dire des choses. Il cite. Tout à l'heure, on parlait de la Convention européenne des droits de l'homme. Il cite, je sais pas si vous avez fait attention, la Convention européenne des droits de l'homme, sans dire que c'est ça. Il dit, qu'est-ce que c'est la liberté d'expression? C'est quand tu défends des opinions même choquantes, irritantes, blessantes pour une majorité d'une population. Qu'est-ce que vous découvrez? Que les Américains, ils pensent ça. Aux États-Unis, il vient nous dire quelle doit être la politique migratoire européenne. Et il a le droit. Et il te dit, j'ai le droit de le dire. Et vous avez aucune. Attends, mais moi je suis pas d'accord avec ce qu'il dit. Mais je comprends le raisonnement qui consiste à dire, mais non, pourquoi ça vous choque que je dise ça? Vous avez qu'à dire le contraire. Il dit même, on a le droit de dire des conneries. Enfin, il dit pas des conneries, de se tromper et tout. C'est ça la liberté d'expression. Je trouve que c'est une espèce d'oxygène. Et c'est par rapport. Alors, je vais pas ressortir le politiquement correct et tout. Mais enfin, les médias chez nous, mes enfants. Là, pardon, je suis plus vieux que vous, mais vous avez dû voir ce que c'était le politiquement correct dans des rédactions qui pensent tous à peu près à 80% la même chose. À 80% la même chose. Ça nous change. Un mec qui nous dit on a le droit de penser différemment. La conception américaine de la liberté d'expression, c'est le premier amendement, 1791. Or, elle fait partie de notre conception aussi. Il faut jamais oublier une chose, c'est que la loi du 29 juillet 1881, qui régit notre liberté d'expression, est le fruit d'un compromis, d'un long compromis. Ça a pris 90 ans entre des partisans, notamment Émile de Girardin, d'une liberté à l'américaine, du free speech à l'américaine, et des partisans d'un contrôle beaucoup plus fort, et notamment ceux qui étaient issus du Deuxième Empire. C'est un compromis. Et on a fait un compromis. Et il est vrai, et Vance le sait probablement pas, parce que lui, il regarde ça de très loin, et au fond, la seule chose qui l'intéresse dans cette affaire, c'est de soutenir ses copains, que ce soit l'AfD, AfD, parti d'extrême droite allemand, etc. Ça, c'est une autre question. Mais c'est vrai qu'il a apporté son soutien à l'AfD. Après, il y a une réalité, c'est on peut dire que Vance, il a raison sur un truc, et dire que là-dessus, il soutient des fachos. Moi, ça me gêne pas de le dire. C'est une réalité. Après, il y a une réalité qu'il ne connaît probablement pas. C'est qu'en France, en tout cas, on est plutôt dans une phase, effectivement, du recul de la liberté d'expression à cause des institutions qu'on est en train de mettre en place, et notamment l'ARCOM, qui est une fusion du CSA et de la DOPI, c'est-à-dire qu'une extension des pouvoirs de régulation administrative sur la sphère numérique. On supprimerait l'ARCOM, ce serait une bonne nouvelle. Qui me semble dangereuse, parce qu'on ne sait pas. Vous dites rien parce que vous dépendez trop d'eux pour en dire quoi. La chaîne, elle dépend pas de l'ARCOM. Elle dépend du pape. C'est le pape qui décide qu'est-ce qu'il y a comme chaîne. Il y a du droit, il y a des conventions qui sont faites avec l'autorité de régulation. Mais c'est pas l'ARCOM qui me dit ce dont il faut parler ce soir. Mais je dis quand ils veulent faire la peau à CNews, c'est juste dégueulasse. C'est qu'ils ont fait la peau à C8. Enfin, on peut se le dire ici, c'est pas parce que moi je le dis. Il est moins la télévision que l'extension au numérique, ce qui est, à mon avis, prodigieusement dangereux. Et notamment dans la loi SRN. Sur la loi SRN, c'est extrêmement grave, c'est-à-dire qu'on est en train d'étendre des pouvoirs administratifs vers le monde du numérique. Or, le génie de la loi de 1881, c'est que c'est la justice et non pas l'administration
qui détermine ce qui dépasse ou pas les limites de la liberté d'expression. Je voudrais, il nous reste quelques minutes, parce que je sais que ça vous tient à cœur, à vous deux, et par ailleurs ça nous tient à cœur aussi ici, de parler de Boualem Sansal. C'est fondamental. Nous sommes aujourd'hui le 16 février, et ça fait 3 mois jour pour jour qu'il est incarcéré dans les geôles algériennes. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a le sentiment qu'il y a une forme de... On n'est pas à la hauteur. Passivité, mais... On n'est pas à la hauteur. Ouais. Moi, je me rappelle quand des gens... Tiens, je prends la partie tous les deux. Quand des journalistes étaient pris en otage en Irak, tu avais dans tous les médias, y compris le tien, toutes les semaines un papier, toutes les semaines. À la télé, attendez, vous vous rappelez, à la télé, en bas, sur l'écran, là où vous avez les textes et tout, tous les jours, certains médias, ils rappelaient tous les jours, tel confrère est emprisonné depuis tant de jours. Enfin, vous vous en souvenez? Enfin, on s'en souvient, et on en était fiers de ça. Mais... Parce que la pire des choses, c'est le temps qui dure. Oui, le temps qui dure, ça tue tout. Est-ce que vous avez lu, je l'ai amené là parce que je trouve que c'est hyper beau. Il y a une parole de Boualem Sansal. Je peux le lire? Bien sûr, allez-y. Il y a une ligne. Non, parce d'abord, il écrit remarquablement bien. C'est une espèce il est toujours un hymne aux Français et tout. Quand même, rien que pour ça, on devrait le défendre. Je sais pas qu'est-ce que fait l'Académie française. Je dis en passant, il pourrait se remuer un petit peu cela. Et il dit ça s'applique à propos de l'Algérie. Je trouve que la phrase est merveilleuse. Parce que ça s'applique pas que sur l'Algérie. Le drame, le vrai drame, ce n'est pas qu'être à genoux, c'est oublier qu'on est à genoux. Et là, on est à genoux. J'ajouterais quelque chose, parce qu'il y a pire que l'indifférence. Il y a ceux qui s'en prennent aux écrivains libres. Et il y a eu un papier ce week-end dans Mediapart. Sur Kamel Daoud. Ouais. Sur Kamel Daoud, une des plus grandes ignominies que j'ai vues. C'est-à-dire que non seulement les écrivains en prison, ça ne les émeut pas plus que ça, mais les écrivains libres, ils essaient de leur faire leur procès en reprenant, mais presque mot pour mot, les éléments de propagande de la dictature algérienne. Pour ceux qui nous regardent, le papier dans le cas d'espèce, c'était le témoignage d'une femme qui explique que Kamel Daoud lui a en quelque sorte volé son histoire pour en faire son livre, son dernier livre, le blague en général en littérature. Il aurait fallu Omer Proust en prison. Qui c'est qui a fait? C'était où ce papier? Mediapart. Et voilà, je vous propose de dire Bérénice Levé dans le Figaro, c'est le plus beau papier, le plus beau plaidoyer que je viens de lire pour Sansal, pour Boualem Sansal. Non, je fais de la pub pour elle parce que elle est d'une constance. Très bien. Quoi, moi, je voudrais quand même ajouter quelque chose, parce que je reviens sur ces histoires de médias, parce que c'est quand même hallucinant dans cette affaire. C'est qu'on a des gens qui attaquent des écrivains libres. Kamel Daoud, il a dû quitter l'Algérie précipitamment, selon des motifs qui sont absurdes. La littérature, elle est faite de ça. Outre ce que c'est pas vrai, mais enfin qu'importe, même si c'était vrai, ce serait pas grave. Et donc on a des gens, y compris Le Monde, qui a fait ça, qui a fait une espèce de truc 50-50 pour ou contre Boualem Sansal, etc. Pourquoi ça, une émission de télé en prison depuis 3 sur mois. France 5, c'était Monsieur Snegarov qui animait ça, qui avait fait pour 50% pour 50% contre. Moi, je dis qu'il s'est passé dans cette affaire Sansal quelque chose de très grave. C'est une forme de démission intellectuelle collective où on ne défend plus comme on ne devrait le défendre un écrivain qui est en prison pour ses idées, et c'est grave. Pour dire du mal de Vance, vous voyez sur quoi je l'attaquerai, parce qu'il est pour la liberté d'expression et tout, bravo et tout. Navalny, ça fait 1 an qu'il est mort. Les gens qui sont allés, vous savez, lui rendre hommage. Et Donald Trump reprend contact avec Vladimir Poutine en l'appelant. Oui, absolument. Non, mais est-ce qu'il a dit un mot? Est-ce qu'ils ont dit un mot? En plus, quand tu sais, aujourd'hui, parce que là, on risque rien, nous 3, mais quand tu vas à Moscou rappeler que tu protestes contre la mort de Navalny, qui était un des principaux opposants. Termine en prison. Mais tu sais le risque que tu prends. Et là, les Américains, ils sont pour la liberté d'expression, mais là, t'en as pas un qui lève le petit doigt. L'hypocrisie trumpienne là-dessus est considérable. C'est une saloperie trumpienne plutôt, tu vois. Merci beaucoup, messieurs, Robert Ménard et Étienne Jourdanel. Je montre la une de votre hebdomadaire Le Point, les guerres de l'IA à l'intelligence artificielle. Avec Demis Hassabis. Souveraineté, énergie, données, défense, qui dominera le monde? Voilà un beau sujet pour le duel du dimanche, Robert Ménard. Merci à tous les deux.